Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue à votre émission Politis de ce vendredi 28 avril 2017. Ce soir, à la veille de la marche du manifeste des Haratines qui sera organisé demain, 29 avril, et qui coïncide avec la célébration du 4e anniversaire de ce mouvement de droits civils, politiques, économiques et sociaux des Haratines. Nous allons commencer cette émission par un hommage à feu Mohamed Saïd Ould Hamadi. Diallo, s'il vous plaît, l'élément. L'esclavage est une tare. Et ce n'est ni le fait d'une ethnie, ni le fait d'un pays, ni d'une religion, ni d'une... L'humanité entière a été esclavagiste. Il y en a qui ont dépassé ça. Il y en a qui sont encore, il y a les diversités de classes. En Mauritanie, et je le dis toujours, l'esclavage tel que vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez peut-être pas connu, tel que je l'ai connu moi, dans certaines régions, c'était un esclavage qui est moins féroce que dans d'autres. Voilà, le manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même est un appel historique dont l'objectif fondamental est d'inaugurer une nouvelle étape de l'évolution du pays, celle de l'émancipation véritable et définitive des Haratines et d'un développement équitable et durable bénéficiant à l'ensemble des Mauritaniens. Il est urgent, il est vital et il y va de l'intérêt de tous que cet appel soit enfin entendu. C'est bien l'appel de feu Mohamed Saïd Ould Hamadi lors de la première marche du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines. Ce soir, mon invité est l'ancien gouverneur Ahmed Douval Ould Messoud. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, M. Ahmed. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation à la veille de votre marche. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Je veux d'abord peut-être te féliciter. Merci. Pour te remercier pour cette ouverture que tu as faite avec notre ancien président, Mohamed Saïd Hamadi, et pour lequel nous gardons encore un témoignage émouvant. C'est lui vraiment qui a marqué le manifeste. Parce que les deux premières marches, c'est lui qui les a effectuées. Et donc, vraiment, je te félicite de l'avoir introduit. Je voudrais aussi te féliciter toi-même pour l'émission, parce que moi j'ai été quand même parmi les téléspectateurs qui ont le plus contribué au retour de Politis. Parce que j'estime que c'est une émission quand même qui a un certain niveau et qui marque le paysage médiatique de la Mauritanie et même de l'extérieur. Donc nous avions, avec un groupe d'amis, été voir le directeur général, Cheikhna, pour faire des démarches afin que Politis revienne. Et je suis heureux aujourd'hui d'être l'invité donc de votre émission et je ne peux que m'en féliciter. Mais je voudrais aussi, si tu le permets, comme tu as rendu hommage à Feu Mohamed Saïd Hamadi, vous me permettez moi aussi de rendre hommage à mon père, Sambol Messoud, dont nous fêtons cette semaine le 30e anniversaire, dont nous célébrons cette semaine le 30e anniversaire de son décès. Mon père, Yarhamou, nous a beaucoup marqué. Et je peux dire que si aujourd'hui nous sommes arrivés, mes frères et moi, dans la position que nous occupons dans la société mauritanienne, c'est grâce à lui. Pour t'informer toi et informer les téléspectateurs sur les sacrifices qu'il a dû faire pour nous permettre, nous, aujourd'hui, d'être là. Il faisait le commerce transsaharien entre Rosso, qui est notre ville natale, et Tindouf, qui est au Sahara occidental. Donc, sur ces parcours, à l'époque, quand il les faisait, c'était un danger. D'abord, il y avait le danger de la route, parce qu'il transportait des marchandises. Donc, la Mauritanie n'était pas tout à fait pacifiée. Et il y avait ce qu'on appelait les copeaux de route. Il y avait le deuxième élément, qui était d'abord les puits, parce que sur ce trajet de 2000 km environ, il y a 4 ou 5 puits, donc qu'il ne faut pas rater. Et si vous le ratez, c'est fini.
Et en plus de cela, donc, c'était tout un, disons, un travail qui était extrêmement pénible qu'il a effectué pour... et ce trajet, généralement, demandait 6 mois. Quand il revenait, il avait un autre trajet aussi qu'il faisait, qui était celui d'aller à Caille, entre Caille et Bamako, pour aussi un commerce là-bas. En tout cas, cette activité nous a permis, nous, de vivre vraiment et d'être ce que nous sommes devenus. D'ailleurs, dans mon salon, à Nouakchott, ici, dans ma maison, dans ma villa, il y a un grand portrait de mon père où j'ai écrit « C'est à cet homme que nous devons tout pour mes enfants, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que nous puissions aujourd'hui vivre dans le confort et dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que Dieu, je souhaite que Dieu l'accueille en son saint paradis et l'enveloppe de sa miséricorde. Parce que vraiment, s'il y a quelqu'un qui a un père, c'est bien moi, Ahmed Oual Missoul. Ah, tout le monde a un père quand même. Chacun a son père. Oui. Et bon, revenons un peu au sujet, parlons du manifeste des Haratines. C'est demain la 4e marche depuis 2013. Donc, qu'envisagez-vous? Écoutez, en vérité, nous n'avons comme arme que cette marche et ces pétitions et cette activité pacifique. Beaucoup de gens nous reprochent que nous n'avons rien fait, que la voie que nous suivons... Nous revenons. Mais comment organiseriez-vous demain cette marche? Non, la marche, elle a un itinéraire. Elle a un itinéraire, c'est-à-dire que, comme d'habitude, nous n'avons pas changé d'itinéraire, contrairement aux autres dont je ne veux pas parler. Nous, notre itinéraire est le même, c'est-à-dire la mosquée marocaine, ensuite le carrefour de la BMD, et nous prenons donc la voie, la grande avenue Jamal Abdel Nasser, vers Ibn Abbas, la mosquée Ibn Abbas, où il y aura donc un podium et il y aura des discours qui seront prononcés. C'est le même parcours que nous avons depuis les 3 ans. Nous n'avons pas changé de parcours. Donc, elle prendra fin à la mosquée Ibn Abbas où il y aura un meeting. Il y aura un meeting, il y aura une conférence, il y aura les invités, il y aura un podium qui sera mis sur place. Très bien. Qu'est-ce que le manifeste des Haratines a réalisé pendant ces 4 ans? Écoute, c'est une question qu'on nous pose à chaque fois. Malheureusement, je dois dire, pour être sincère, et peut-être mes amis ne partagent pas souvent ce point. Moi, je suis un administrateur civil, je ne suis pas un politicien. Donc, je suis obligé de dire la vérité et de travailler avec la vérité. Je ne vis pas avec mes illusions, je vis avec la réalité. Je dois dire que depuis 4 ans, nous n'avons pas fait grand-chose. Je dirais même, si tu veux que j'utilise le langage du vélodrome, que nous faisons du surplace, comme on dit. C'est-à-dire que nous ne bougeons pas comme il faut. Bon, nous avons cette marche et nous avons ici, mais ça c'est du temps de notre ancien président, Ahmed Saïd Hamedi, qui a pu, avec ses propres moyens et nos moyens, parce que nous nous interdisons de prendre de l'argent avec qui que ce soit. Nous ne travaillons qu'avec nos propres moyens. C'est-à-dire que s'il y a une affaire à faire, c'est nous-mêmes qui cotisons pour pouvoir faire cette activité. Qui êtes-vous? Écoutez, nous sommes un groupe de cadres qui situe d'ailleurs le bureau exécutif du manifeste, au son conseil national. C'est tout un arsenal de cadres, de toute origine. Il y a donc ce qu'on appelle les Arabes berbères, qui sont d'ailleurs la composante la plus active. Parce que moi, je voudrais quand même remercier aussi Aliou Alaf, qui vraiment joue un rôle extrêmement important dans cette... Et pourquoi les appeler arabo-berbères? Vous êtes arabo-berbère? Oui, bien sûr. Non, c'est-à-dire que c'est une appellation. C'est une appellation qui correspond un peu à un découpage. Mais nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Arabes. Alors, pourquoi appeler C'est pour un peu dire, si tu veux aussi, on peut dire les mots. Si tu veux te faire ça. Mais moi, je préfère le thème arabe qui est plus... qui est un peu plus... Donc, je disais que c'est une composition de tous les Mauritaniens qui sont malades, vraiment malades, d'entendre qu'aujourd'hui encore, les Nations Unies envoient des commissaires en Mauritanie pour vérifier la situation d'esclavage. Ils ne vont ni au Maroc, ni au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, ni au Liban. Il n'y a que la Mauritanie qui est visée par ce... Vraiment, moi, ça me fait honte. Moi, j'ai honte pour moi-même, j'ai honte pour mon pays et j'ai honte pour Aziz. Mais les droits de l'homme concernent tous les pays du monde, monsieur le gouverneur. Pardon? Pas seulement la Mauritanie, les droits de l'homme concernent tous les pays. Non, mais pas l'esclavage, attention.
Non, il y a des droits de l'homme, dans les droits de l'homme, il y a une anarchie. L'esclavage. L'esclavage aussi était partout. Je termine, s'il te plaît, pour que les spectateurs puissent suivre ce que nous disons. Il faut que tu comprennes que dans la hiérarchie de la violation des droits de l'homme, l'esclavage est la situation la plus cruelle. Et le monde a décidé, il y a maintenant 2 siècles, de complètement se débattre de ce fléau. Et la preuve, c'est que les Nations Unies ont déclaré l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est-à-dire que si vous le faites... Même en Mauritanie, c'est un crime. Mais bien sûr, mais c'est un crime, mais il continue à exister. Et les gens qui le font ne sont pas sanctionnés comme des criminels. Hein? Les gens qui pratiquent l'esclavage devraient au moins être sanctionnés comme les criminels qui ont nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Au moins. Sinon plus. Parce que c'est le degré le plus élevé de la cruauté de l'être humain. Oui, mais la loi les incrimine. Mais la loi ne suffit pas, mon cher. La loi n'est pas appliquée. Parce que d'abord, le président Abdelaziz, il dit que ça n'existe pas. Anouar Dibou, il a dit ça. Il a dit que ça n'existe pas. Il a inauguré un tribunal ad hoc à Nema, qui était destiné à donc juger les criminels les crimes contre l'humanité, les crimes d'esclavage. Il a inauguré à Nema, il disait que ça n'existe pas. Alors qu'un mois après, le juge là-bas, un juge, Seydou, a condamné quelqu'un qui avait mis en esclavage et qu'il a reconnu devant le tribunal. Il a condamné ce monsieur à 1 an de prison et à une simple amende. Et je dirais même ici, en Mauritanie, il est plus grave de faire une infraction, comme par exemple ne pas respecter un stop. Vous risquez plus de sanctions que si on vous trouve en train de faire des... Alors, quel est le rôle du manifeste de Haratine dans ces cas? Et nous, notre manifeste, c'est de vouloir débarrasser la Mauritanie de ce problème. Nous aimons notre pays. Et nous avons honte qu'aujourd'hui, le monde entier ne connaisse la Mauritanie que sous la forme de l'esclavage. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je veux dire à ceux qui pensent que tout ça, qui sont là, qui peuvent faire ce qu'ils veulent et que le monde ne compte pas, qui vont payer les conséquences. Si l'humanité parvient à se faire une idée définitive que la Mauritanie est un pays esclavagiste, mais il y aura des sanctions contre les Mauritaniens. Et le passeport mauritanien sera mal vu. Et il commence à être mal vu. Il commence à être mal vu à l'extérieur. Quand vous rentrez dans un aéroport et qu'on prend votre passeport, on dit mais ça c'est le pays d'esclavage. Oui. Et on vous le dit devant tout le monde. Vous le dites, alors que les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont toujours estimé que la Mauritanie est en train de lutter contre ces cas d'esclavage. D'ailleurs, les lois sont là. Écoutez-moi. Les lois sont là. Tadamoun fait le maximum possible. Des écoles dans les Adouaba rapproche ces gens à l'administration, mais c'est quelque chose quand même d'important, il faut dire. Mais c'est Samet, nous ne devons pas, si nous voulons tromper les autres, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Toi-même, tu sais en ton fort intérieur que rien de sérieux n'est fait. Il n'y a aucun Mauritanien aujourd'hui qui ignore que Tadamoun, c'est de la plaisanterie. Ça pour vous, hein? Non, pour tout le monde, mais qu'est-ce que Tadamoun a fait? Donnez-nous des preuves. Laisse-moi, je vais donner des preuves. D'abord, M. Sidahmed, quand vous regardez le programme, le programme d'activité de Tadamoun, vous ne trouvez rien qui correspond à quelque chose. On fait ici un collège, vous faites un collège pour des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et vous le faites à des prix exorbitants. L'envoyé spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté, il a dit, Philippe Alston, il dit que c'est illogique ce que fait Tadamoun. Et d'ailleurs, quand tu voyais, quand moi j'ai déjà dit... Je termine, s'il te plaît, je termine. Si vous voyez le siège de Tadamoun, ici, sur la corniche qui passe pour aller à la présidence, quand vous voyez ce luxe qui est dans ce bâtiment, vous savez que ça, c'est pas l'esclavage qui les préoccupe. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi Abdelaziz, à chaque fois qu'il y a un problème qui concerne les Haratines, il veut amener un Maure, je dis le mot parce que tu ne veux pas qu'on parle d'arabe, il amène un Maure pour le laisser présider. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Pourtant, il y a plein de Haratines qui sont là-bas, qui applaudissent et qui demain vont dire c'est qu'Ahmed Touba, je termine, s'il te plaît. J'ai dit qu'il y a à la présidence et au premier ministère
plein de haratis qui sont là-bas, qui demain vont vous dire, Ahmed Douala, ce qu'il a raconté à la télévision hier, c'est du faux, et ils vont m'insulter me traiter de tous les noms, et qui sont avec lui. Pourquoi il n'est pas ces gens-là? Pourquoi il ne met pas les choses, le zahaf? Pourquoi il ne met pas le mazouk? Pourquoi il n'y a pas ces gens qui connaissent, qui sont concernés par le problème? Il amène un matin. Madame, je ne veux pas parler de la femme. Non, mais vous attendez. Ce que nous ne comprenons pas du tout, c'est que vous dites qu'il y a une marginalisation de cette frange de la population. C'est évident. C'est évident. Mais ça toi vous n'allez pas nous dire quand même que les Haratines sont exclus. Mais ici, ils sont pas exclus. Ils sont directeurs, ils sont ministres. S'il te plaît. Nous avons laisse-moi. Oui, laisse-moi. Pourquoi parler de Zahar? Laisse-moi te dire. Mais il a lutté. Laisse-moi te dire, s'il te plaît. L'émancipation des Haratines. S'il te plaît, laisse-moi te dire, chaud. Que non, les parce Haratines que ne vous sont citez pas les gens, exclus. il faut éviter de citer les gens. Laisse-moi te dire, s'il te plaît. Ok. Permets-moi pour que les auditeurs puissent comprendre ce qu'on va dire. Je vous donne la parole. On ne va pas polémiquer. D'accord. Je vous donne la parole, monsieur le gouverneur. Ce que je te dis, monsieur Sidi Ahmed, c'est que les Haratines ne sont pas seulement exclus, ils sont complètement exclus. Pas seulement complètement exclus, mais ça c'est évident. Tu n'as qu'à regarder le Conseil des ministres. D'ailleurs, à chaque fois depuis 4 ans, parce que le plus grand esclavagiste, le plus grand président esclavagiste qu'on a vu depuis que la Mauritanie existe, c'est Ould Abdel Aziz. Ça, vous le dites. Je le dis, oui, je le dis, parce que je vais te donner la preuve. Quand il est arrivé en 2009, il y avait 4 ministres Haratines. Aujourd'hui, chaque fois d'ailleurs qu'on a organisé un machin, une marche, il en a enlevé un. Actuellement, il y a un seul ministre qui existe au niveau du gouvernement. Et j'espère d'ailleurs qu'il va l'enlever, parce que là où il est d'ailleurs, ça ne sert à rien. Mais cela dépend. Cela dépend. La place qu'il faut à l'homme. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais je te dis qu'il n'y a pas de compétence. Vous avez contourné. Où est la compétence? Où est la compétence au gouvernement? Nous sommes un pays qui a toutes les richesses du monde. Et nous sommes aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres. Quelle compétence il y a? Personne ne peut parler. Qu'est-ce qui est compétent? Ce qui est certain, qu'est-ce qui est compétent? On dit souvent que votre mouvement, votre manifeste est politisé. Non, alors que vous devez être apolitique. Non. Ça, c'est les gens, comme on dit, qui veut noyer son chien, la culturage. C'est ça Nous n'avons absolument de politique et nous ne faisons rien avec la politique. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous trouvons nos droits, que nos enfants puissent trouver le droit. Et je vais te dire mieux, je vais te donner un exemple très simple. 99%, et ça tu peux le vérifier. J'espère que tu as lu le document que j'ai écrit. Hein? Donc vous pouvez le rappeler au téléspectateur. Oui, je le rappelle parce que j'ai écrit un livre, j'ai écrit une tribune dans le Kidem qui est composée de 4 parties. La première partie, c'est « J'accuse la France d'être responsable de la persistance de l'esclavage en Mauritanie ». Parce que la France a joué un grand rôle. En 1848, la France a décidé de mettre fin à l'esclavage sur tous les continents. Partout elle est présente. Aux Antilles, aux Caraïbes, en Amérique latine, etc. En Afrique, elle a mis fin à cela, sauf en Mauritanie. Parce qu'en Mauritanie, les Maures, comme tu veux que je les appelle comme ça, ont décidé qu'ils ne voulaient pas se soumettre à cette Mais vous êtes mort, c'est ce que moi je ne comprends pas. S'il te plaît, mais moi je parle d'esclavagiste. Moi je te parle des Maures esclavagistes. Voilà, mettez esclavagiste. Voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez, je te dis donc qu'en 1848, ils ont décidé qu'eux, ils ne se soumettraient pas à cette loi de 1848. C'était à la France de les obliger à respecter cette disposition. En plus, en 1905, il y a eu une loi qui concerne l'abolition de l'esclavage dans tous les pays africains. Les pays de l'ex-AOF et au Congo. Parce que ça concernait l'esclavage domestique. L'esclavage domestique que nous connaissons ici actuellement. Et cette loi a été appliquée dans tous les pays africains, sauf en Mauritanie. Parce qu'en Mauritanie, on a eu la malchance d'avoir Kopolani. C'est un salafiste. Kopolani était dans la Nizam. Il a fait ses études en Algérie. Je voulais te rappeler la formule qui est célèbre avec Baba Cheikh Sidia, qui était venu voir pendant le Ramadan. Et Baba lui avait demandé, Kopolani, ça est madame Aksai. Il a dit, ça le cas, vous me servez. Ça veut dire qu'il connaît exactement les règles de l'islam. Et
cette interpellation de Babou Sirdia est restée dans l'histoire. Donc, nous avons essayé d'avoir ce type d'administrateurs qui, bon, eux, tolèrent les choses, bon, etc. Bon, donc ils acceptent ça. Et ils ont continué jusqu'à la colonisation, jusqu'à la fin de la colonisation, à l'indépendance. À l'indépendance, il s'est trouvé que c'est les fils, les enfants des anciens esclavagistes, hein, qui sont devenus au pouvoir et donc aujourd'hui c'est eux qui gèrent le pays. Donc ils ne veulent pas que les choses changent. Alors nous, c'est contre cette situation que nous voulons lutter. Nous voulons mettre fin à cette situation. Nous voulons que nos enfants trouvent le droit. Actuellement, un jeune Hatani qui fait un concours, même s'il passe avec 30 points de différence à l'écrit, alors il est éliminé. 99%, ça c'est... Est-ce que vous avez des preuves sur Nous avons des preuves et ça y est dans notre manifeste. On donne des preuves. Avancez-le. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Écrivez au président de la République. Mais le président ne reçoit pas ce qu'on veut lui expliquer. Mettez ces gens... Mais ce qu'on veut lui expliquer, ça, vous voyez, voilà, justement. Vous mettez vraiment le doigt sur la plaie. Ouais. C'est que le président, il doit recevoir pour qu'on lui dise ce dont nous souffrons. Non, parce que vous avez politisé votre manifeste. Non, on n'a pas politisé. Non, il n'y a aucune politique. Tous les leaders de ce manifeste sont des opposants politiques. Depuis 4 ans, au président de la République. Laisse-moi citer. Non, on n'est pas opposant. Non, on n'est pas opposant. Pourquoi on est opposant? Nous cherchons seulement, nous nous opposons à lui. Parce qu'il ne nous écoute pas. Parce qu'il n'essaye pas de trouver une solution à nos problèmes. Mais comment parce qu'il ne nous reçoit même pas. Le président de la République a créé des tribunaux. Exactement, pour d'incrimination. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces tribunaux? Il a créé des lois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont en train de travailler, ils sont partout. Dans les Mokata. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas au moins ce qui a été fait concernant la lutte contre les séquelles de l'esclavage en Mauritanie? Mais je vous dis que rien n'est fait, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Ça, vous le dites? Écoutez-moi, la première chose d'abord, quand vous avez, comme demain vous allez voir, des milliers de gens qui marchent, hein, il faut le savoir. Pour dire, mais de quoi vous souffrez? Quel est le problème? Biram a été reçu à l'Élysée. Pourtant, à l'Élysée, ils ont du travail, ils sont très occupés. Il a été reçu. Et je l'ai fait d'ailleurs parce qu'il vient de recevoir aussi un peu de time. Tout le monde nous écoute sauf le président. Le président ne peut pas nous écouter. Lui, il a sa propre logique qui les fait fonctionner. Et il écoute des rapports que lui fait Madame de Fontenay ou M. Dupont. Hein, et ensuite, le type de dames. Alors que ceux-ci sont en déphasage. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ces fonctionnaires, on ne donne pas des haratis. Monsieur le gouverneur, vous utilisez... Alors que ici, tu sais, je termine. Alors que tu sais qu'ici, pour le cas de la mer, on a mis Bamadi, on a mis Olaf pour gérer ça. Pourquoi nous, quand il s'agit d'un problème Hatani, il faut que nous ayons Madame de Fontenay ou M. Dupont pour nous gérer cela? Oui, mais des ministres Hartani. Non, le problème. Mais comme les Hartani, il y en a combien? La NER n'est pas faite pour un Hartani, vous aussi. C'est pour les citoyens mauritaniens, qu'ils soient tout couleur, qu'ils soient voilà, écoute-moi, nous ne sommes pas là pour faire de la langue de bois. Nous ne sommes pas là pour faire la langue de bois. Nous sommes là ce soir pour qu'on trouve une solution. Et cette solution, elle est en grande partie. Je m'excuse. Soyons conséquents. Oui, voilà, c'est ça. Mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. On vous accuse d'utiliser le manifeste des droits politiques, socio-économiques des Haratines à des fins politiques. C'est vrai ou faux? Quelle fin politique? Non, c'est vrai ou faux? Est-ce que moi je suis candidat à la présidence ou oui, mais vous êtes un homme de l'opposition. Non, mais je ne suis pas de l'opposition. Ainsi que... Non, ça, comme je dis, ce sont les mauvaises langues qui disent ça. Ce sont les mauvaises langues. Et ceux qui veulent justement que le président ne nous écoute pas. Mais moi, j'ai cité la dernière fois la marche de 68, la marche plutôt de 103, où Martin Luther King a dit I have a dream. Pourtant, le président Kennedy il est occupé. Mais quand ils ont fait la marche, il les a reçus. Il a dit mais de quoi vous souffrez? Quel est le problème? Ça, nous ne prenons pas autre chose. Avez-vous demandé une audience? Avez-vous demandé une audience à Abdelaziz? Mais je te dis que depuis 4 ans, nous demandons une audience. Depuis 4 ans, nous demandons à ce que le président vienne présider ces machins. Ces marches. Revenons un peu au manifeste. Je termine. Non, c'est un point important. Si le président Aziz demain vient et qu'il dirige, lui-même il se met avec son premier ministre et son gouvernement devant la marche, ça a plus d'importance que tous les décrets, que toutes les lois, que toutes les déclarations. Mais on a vu Obama, il y a 2 ans à Selma, le 50e anniversaire de Selma. C'est lui-même et Bush qui ont dirigé la marche.
pour montrer aux gens que ça, il a dit, bien que lui, il était président des États-Unis, il y avait un noir président des États-Unis, il a dit le travail n'est pas fini, il reste du travail à faire pour les droits civiques aux États-Unis. Ici aussi en Mauritanie, beaucoup a été fait, mais il reste à faire aussi. Mais dis-nous ce qui a été fait. Non, ce n'est pas la peine que vous ne voulez pas le faire. Non, mais non, chose. Nous ne sommes pas des ingrats. Il y a eu des colloques, Hein? internationaux sur la lutte contre l'esclavage et les séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Il y a eu des lois. Mais pourquoi ne reconnaissez-vous pas cela? Mais soyez conséquents. Je dis que ça, c'est de la présence. Et demandez respectivement une audience avec le président de la République. Écoute-moi, je vais te dire. Ce qu'il a fait, c'est que Abdelaziz doit dès demain nous savoir. Il dit, moi, j'ai fait ceci. Parce que lui, écoute, je te dis, Madame de Fontenay et M. Dupont, c'est eux qui nous rendent compte. Tu as vu? Nous avons dit, M. le Président, vous avez fait quelque chose, mais il reste quelque chose à faire. Mais lui, il ne veut pas nous recevoir, il ne veut pas nous écouter. C'est ça Mais je te jure, c'est Ahmed, que notre plus grand souhait, et je te dis encore que notre déception, parce que franchement, quand Aziz est venu, mais on se disait, mais ça c'est l'homme qu'il faut. Un jeune officier qui vient, qui prend le pouvoir, mais ces réformes, à Dafi, la première mesure qu'il a prise après la révolution du 1er septembre, c'est d'interdire le travail des domestiques dans les maisons. Il a dit que chaque maison, ce sont les propriétaires de la maison qui doivent travailler là-dedans. Il a libéré les gens. Il les a donné des champs à cultiver. En Égypte, parce qu'ici, bon, on aime être nationaliste. En Égypte, Nasser, la première mesure qu'il a prise, elle concerne les petits paysans. Alors, Aziz, quand il est venu, il dit, moi, je suis le président des pauvres. Hein? Et on est étonné. On est étonné donc que le président des pauvres se met du côté des esclavagistes, défend les esclavagistes. Tu as dit qu'il y a la loi. C'est vrai, il y a la loi de 2015. Elle a été prise. Tout le monde l'a saluée. On a dit, désormais, le minimum, c'est 10 ans. Enfin, vous reconnaissez quelque chose. Très bien. Je reconnais, mais je dis que la loi a été prise. Voilà, soyez conséquents. Non, mais je vais être conséquent. Voilà. Écoute-moi. Écoute, la loi de 2015 a été saluée par tout le monde, pas nous seulement. Parce que tu vois aussi, c'est le problème ici. C'est qu'on pense que le problème de l'esclavage ne concerne. Non, le problème de l'esclavage est contre l'humanité. Tous les pays du monde sont intéressés par ça. Parce qu'il est impossible d'admettre qu'aujourd'hui, il y a encore des gens dans cette humanité qui sont encore soumis à ce type de soumission. Vous dites ça en américain, en un français, mais il n'en revient pas. Il est révolté. Hein? Les Américains, ils ont actuellement un programme qui va les conduire dans 10 ans à aller sur Mars. Restons en Mauritanie. Alors, là, je veux dire au président africain, au chef d'État africain, que Sarkozy a bien raison. Ce qu'il a dit à Dakar en 2007. Il a dit que l'Afrique n'est pas suffisamment encore rentrée dans l'histoire. C'est vrai. Comment se fait-il que nous, on est encore à ce stade de l'esclavage, alors qu'il y a des gens qui sont en train de conquérir d'autres planètes? Personnellement, monsieur le gouverneur, moi je ne donne pas raison à Sarkozy. Et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a raison. Revenons un peu. Non, revenons d'abord, non. Tu ne donnes pas raison, tu as tort de ne pas le donner. Non, mais vous lui donnez raison. Pourquoi? Explique-nous comment, en 2017, nous sommes aujourd'hui le 28 avril Monsieur 2017. Quelles sont les perspectives d'avenir du manifeste? Pardon? Quelles sont les perspectives d'avenir du manifeste? Écoutez, nous avons une cette lutte. Et contrairement à ce que tu dis, nous n'avons rien de politique. Et nous ne cherchons rien de politique. Moi, je ne suis pas être président, ni être gouverneur, ni être ministre, ni être quoi que ce soit. Mais nous voulons que cette situation change. Et nos enfants commencent à être victimes de ça. Moi, j'ai mes enfants qui sont là, qui ont chacun bac plus 4 et qui ne sont pas au travail. Ils ne font rien. Ils l'auront certainement. Ils l'auront quand. Et pourtant, ils voient des gens, écoute-moi bien, et c'est là où je vais en venir, ils voient des gens qui étaient avec eux, qui ont été renvoyés de l'école et qui sont maintenant directeurs, secrétaire général de Matin. La plus grande société aujourd'hui ici, la plus grande société en Mauritanie, écoute-moi bien, la plus grande société mauritanienne est dirigée par un type qui est presque analphabète, qui ne connaît absolument rien. Non. Ça, tout le monde le sait. Évitez cela, s'il vous plaît. Bon, c'est le 4e anniversaire de la publication du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines. On dit que cette marche aura cette année un cachet particulier. Quel est ce cachet? Non, ça dit que, bon, 4 ans quand même dans une vie, c'est assez important. 4 ans, ça marque machin.
Un cachet particulier. Un cachet particulier. Ce n'est pas par hasard la division qui a été faite au sein de votre manifeste. Non, cette division, nous n'en faisons pas cas. De toutes les façons. Nous, depuis 4 ans, nous menons la même action. Et nous savons qu'il y a d'autres gens qui, pour des raisons qui sont propres, ont voulu nous quitter, mais nous ne sommes sur la même voie. Mais si eux aussi, ils travaillent dans le même sens que nous, si eux-mêmes ils travaillent dans le même sens que nous. Vas-y, le micro, s'il vous plaît. Donc, si donc eux ils travaillent dans le même sens que nous, il y a que nous ne pouvons que nous en féliciter et nous encourageons. On s'excuse de ce problème technique indépendant de notre volonté et on continue. Je disais, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui s'est passé au sein de votre manifeste? Non, écoutez, le manifeste, bon, comme tous les mouvements, connaît des départs et des arrivées. Nous avons un groupe de nos amis qui ont estimé que la stratégie que nous avons mise en place et les activités que nous menons étaient trop molles et que ils estimaient qu'il fallait faire quelque chose de plus dynamique et surtout de décentraliser au niveau des régions. Nous avons estimé que c'est un moment qui est très délicat. Il faut le mener avec beaucoup de tact parce qu'il faut qu'à tout moment nous sachions qu'est-ce qui fait quoi. Nous ne pouvons pas décentraliser à Zorat ou machin. Nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas de possible d'aller, et où il y a des gens qui vont être responsables, ou dont nous serons responsables de ce qu'ils vont faire. Donc nous avons estimé que dans un premier temps, et c'était d'ailleurs la position du marhum, Mohamed Saïd Homodi, qu'il fallait faire une sorte de forum. Il fallait faire des forums dans lesquels nous allons discuter, poser les problèmes, faire des écrits, attirer l'attention du gouvernement, sensibiliser la communauté internationale sur ce phénomène. Et d'autres estimaient que non, qu'il y avait un travail qui devait être fait au niveau des régions, des départements et même des communes. Nous n'avons pas voulu nous engager dans cette voie-là parce que c'est un moment qui est très délicat. Toi-même, tu t'en rends compte. Il faut vraiment que tout ce qui se fait, que nous sachions et que toutes les actions dont nous sommes responsables, qu'on ne puisse pas les donner à des gens dont on ne connaît pas très bien le passé. Et étant donné aussi les conditions de la société mauritanienne, nous avons préféré, dans cette première étape, la prudence, aller doucement, mais sûrement. Bon, les autres ont estimé que non, qu'il fallait créer des trucs dans les régions, faire des centres. Je crois que demain, d'ailleurs, eux, ils font des manifestations au niveau des régions. Aussi, demain, ils feront la marche. Oui, ils feront la marche, mais une autre marche parallèle. Oui, il faut une marche parallèle. Oui, il faut la marche donc, aujourd'hui, nous avons 2 manifestes des droits. Non, écoutez, le manifeste, c'est lui l'original, c'est nous qui l'avons. Parce que nous, notre logo, c'est le même. Eux, ils ont un autre logo d'ailleurs. Ils ont changé aussi même de nom de trucs. Nous restons. Qu'est-ce qui dirige ce deuxième manifeste? Je ne sais pas, il y a un groupe d'amis, je ne sais pas, tu pourras demander leur machin. Je crois qu'il y a un groupe de dissidents. Il y a un groupe de dissidents du manifeste. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont parties. Bon, mais moi, je souhaite en tout cas bon vent. Et j'espère que la ligne sur laquelle nous étions, qu'ils continuent à la maintenir. Oui, mais tant mieux, tous mènent le même combat que vous. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, absolument. Alors, très bien. Absolument. Très bien. Donc, demain, vous avez invité des partis politiques? Nous avons invité tout le monde. Comme je t'ai dit, le manifeste, nous voulons qu'il soit l'affaire de tous les Mauritaniens.
tous les Mauritaniens. Donc c'est ça, c'est ça qui va lui donner vraiment la force qui va le faire avancer. Nous ne voulons pas que ce soit une affaire des Haratines. Nous voulons que ce soit l'affaire de tous les Mauritaniens. Parce que ça, c'est un peu le droit de l'homme. Mais je veux te rappeler d'ailleurs qu'aux États-Unis, lors de la guerre de sécession, parce que nous avons des exemples quand même. Ouais, bien sûr. Lors de la guerre de sécession, des Américains blancs, jeunes, de 17, 18, 19 ans, 20 ans, sont morts, le sourire aux lèvres, parce qu'ils défendaient la cause des Noirs. Ils voulaient que les États-Unis cessent d'être un pays esclavagiste. Et d'ailleurs, c'était au bonheur, parce que si les États-Unis avaient continué sur la même voie et avaient fait sécession, je ne pense pas que ce sera aujourd'hui la puissance qui domine le monde. Donc nous souhaitons aussi que les Mauritaniens, à tous les niveaux, demain nous souhaitons voir tout le monde. Nous voulons tout le monde, les partis politiques, les syndicats, toutes les communautés, et même les diplomates. Les diplomates doivent nous assister. Mais pourquoi vous ne faites pas participer avec vous les anciens leaders du mouvement Hor, à savoir Merzoug, Boïdjel, Massoud El-Belkhair, des noms vraiment qui ont lutté pour l'émancipation des Haratines. Nous sommes ouverts à tout le monde. Ce sera vraiment un honneur pour nous. Si Massoud pouvait venir, si Boïdjel pouvait venir, si Merzoug pouvait venir, si Salem, si le ministre Salem pouvait venir, si Willy Boyli, le président de l'Assemblée, pouvait venir, si le Mahsin ou le Haj, le président du Sénat, pouvait venir. Nous avons besoin de tout le monde. Nous sommes demandeurs. Mais pourquoi ils ne sont pas dans le staff du manifeste? C'est ça ma question. Non, ça c'est un autre élément. Bon, le staff du manifeste, il est composé par les gens qui ont voulu faire la manifeste. Oui, mais vous avez ignoré ces gens-là alors qu'ils se sont battus pour l'émancipation de la cause haratine en Mauritanie. Pas du tout. Si demain Massoud vient à la manifestation, nous nous mettons tous derrière lui. Si demain Merzoug vient, nous mettons tous derrière lui. Si Mohamed Bouyli vient, est-ce que vous reconnaissez, si Abdelaziz vient demain, nous mettons tous derrière lui. Reconnaissez-vous à ces gens qu'ils ont été l'élite? Mais bien sûr, absolument. Non, sans eux, ce travail n'aurait pas été fait. Et ils l'ont pris au moment où c'était plus difficile, où on ne pouvait même pas parler de ça. Moi, Massoud, par exemple, a été à l'avant-garde de ce combat-là. Au moment où personne ne pouvait en parler. Exactement, Massoud. Pourquoi Massoud a appelé ses cadres et militants de s'abstenir de participer à la marche? C'est-à-dire que, bon, tu vois... Pourquoi? Non, nous ne voyons pas ça comme ça. Massoud est un leader politique, il a ses propres raisons, il a des ambitions nationales. C'est vrai, c'est peu que... il ne voudrait pas être affiché dans un... Oui, mais cette cause concerne tout le monde. Il veut jouer un rôle national, et peut-être qu'il ne voudrait pas que cette étiquette de militant anti-esclavagiste lui soit... Je ne veux pas me prononcer sur ça. En tout cas, je sais que nous sommes reconnaissants à Massoud pour ce qu'il a fait. Et nous savons qu'il s'est battu à un moment où peu de gens pouvaient le faire. Et c'est tout. Bon, maintenant, mais sa position à lui, bon... Ça, et les autres? Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question, monsieur. Je lui ai déjà posé cette question, il a bien répondu. Pardon? Vous avez entendu sa réponse? Qui? Bon, j'ai posé la question à Boïdjel, à Bilal Ouarzak, à tant d'autres. Bilal assiste toujours à nos réunions, il vient toujours. Bilal est à l'avant-garde de ce machin. Il est membre de manifeste. Bilal, il n'est pas seulement membre. Il est parmi les fondateurs du manifeste. Il est membre fondateur du manifeste. Donc, mais pour des raisons politiques, les gens peuvent ne pas avoir le temps de s'impliquer. Oui, mais la cause... Mais l'essentiel, c'est que le cœur y est et qu'ils sont avec nous. Et ils nous soutiennent quand on a besoin d'eux. La cause haratine concerne tout le monde, pas seulement la souche haratine. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça que l'on souhaite. Et en premier lieu, nous souhaitons que ce soit le président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui prenne cette affaire en main et qu'il sache qu'il va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire s'il fait quelque chose dans ce domaine. Vous pouvez l'inviter à travers cette émission? Mais nous l'invitons. Et nous l'avons tout invité. Et l'année dernière, à la pareille époque, avec Ahmed Lebou, dans plein feu, on l'a invité. Très bien. Mais pensez-vous que les partis politiques qui hier, d'autres disent qu'il y a certaines personnes qui ont été esclavagistes, aujourd'hui sont d'accord pour votre cause, mais d'accord pourquoi? D'accord sur le fond, mais pas sur la forme.
Non, vous savez, bon, moi, il ne faut pas mettre en mal avec les partis politiques. En tout cas, de toute façon, jusqu'à présent, il y a des partis d'adhésion qui affichent une lutte qui est plus engagée que nous. Je sais pas, Tawassoul de Djibril Mansour, ils mènent une lutte farouche. Et même que d'ailleurs, c'est facile à identifier, parce que ces partis, quand vous regardez leur instance dirigeante, vous trouvez des Haratines. À Tawassoul, il y a des Haratines qui sont là, qui sont députés, qui sont... Mais à l'UPR, il y a des Haratines qui sont dirigeants aussi. Mais d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même combat. Je m'excuse, j'ai terminé. Voilà. Tawassoul, ils ont organisé des séminaires sur la question. Tawassoul a organisé des séminaires. Ils ont produit un document, un manifeste, pour dire voilà comment il faut trouver une solution à ce problème. L'IPR et le président de la République. Je termine, s'il te plaît. Il y a aussi, parce que ça, l'UFP, il y a l'UFP de Mohamed Mouloud. L'UFP est très engagé dans ce combat. Et quand vous regardez le staff de l'UFP, effectivement, il y a des Haratis qui sont là. Et chaque année, l'UFP organise, je ne sais pas si vous connaissez Borat, c'est dans le département entre le Brakna et le Gourgoul. Chaque année, ils organisent une cérémonie pour rassembler des centaines de gens, pour leur expliquer, pour leur faire comprendre, pour les éveiller. Ça, ce n'est pas tous les partis qui le font. Bon, les autres, bon, c'est vrai. Mais je vous ai dit pourquoi. Vous faites allusion à l'IPR. L'IPR a aussi au sein de ses instances des Haratines qui sont bien placés. Et qui écoutez, moi je ne parle pas de position. Je ne parle pas de station administrative ou politique. Moi je vous parle du combat, ceux qui mènent le combat sur le terrain. C'est ça que je veux dire. Mais tous les autres, probablement, ils ont un Haratine. D'ailleurs, c'est une mode maintenant d'avoir un Haratini dans un parti ou dans un syndicat. Très bien. Monsieur le gouverneur, le 20 janvier dernier, vous étiez l'invité de la télévision de STV du Sénégal. Oui, c'est vrai. Où un chroniqueur ami des deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, au bord d'un incident diplomatique, en appelant à en vous demandant vous-même de vous arrêter, de vous plaindre et prendre les armes. Pourquoi ne pas lui répondre? Dire que la Mauritanie restera unie. Mais je crois que je l'ai fait. Mais moi, je pense que cet incident, ou les propos qui ont été tenus par votre collègue Tunkara ont été ont été exagérés. Ah non, mais lui, il a parlé clairement. S'il vous plaît, je termine, que les téléspectateurs puissent comprendre. Nous ne sommes pas des enfants. Il faut cesser de nous infantiliser. Que ce soit Tunkara, ou un président, ou un pays, personne ne peut nous faire ce que nous ne voulons pas faire. Et nous, comme nous l'avons dit, nous aimons profondément ce pays. Et jamais, pour rien au monde, même au prix de notre liberté, nous ne ferons des choses qui peuvent les mettre en danger. Mais quand on regarde... Mais c'est là exactement. Vous devriez lui dire ça clairement. Sur le plateau lui-même. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit dans l'émission. L'émission d'ailleurs s'est mal terminée. Et parce que, en fait, d'ailleurs, moi, ma mission au Sénégal, c'était dans le cadre de la pétition que j'avais. Bon, nous avons une pétition dans laquelle nous pensons que ces procès qui sont en train d'être faits ne servent à rien. Parce que si nous prenons le dernier cas de Nema, où deux messieurs ont mis en esclavage 2 femmes et 10 enfants, pendant 40 ans, ils ont occupé d'un an de prison. Même s'ils les mettaient même 5 ans ou 6 ans, ça ne sert à rien. Nous avons voulu, moi et mon ami maître Min Abdoulaye, l'avocat, je ne sais pas si vous le connaissez, nous avons pensé qu'il fallait voir autre chose. C'est-à-dire faire un plan Marshall. Parce que le problème est un problème économique. C'est un problème d'éducation, c'est un problème de santé, c'est un problème de niveau de vie, c'est-à-dire l'accès à la santé, à l'école, aux formes modernes de vie. C'est ça le problème. Donc nous pensons que c'est un plan Marshall qu'il faut. C'est inutile de continuer ces tribunaux qui coûtent très cher et qui ne servent à rien. Parce que quelqu'un qui met 12 personnes
en esclavage pendant 40 ans et on le condamne un an. Actuellement, il est en train de se promener. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on voit d'autres choses, d'autres solutions. Donc, moi, c'était dans ce cadre que j'étais au Sénégal. D'ailleurs, je t'informe que je vais aller en France et aux États-Unis pour ça aussi. Et en Angleterre. Et pour ça, pour sensibiliser sur la nécessité d'avoir un plan Marshall pour les Haratines en Mauritanie. C'est ça notre. Mais pourquoi ne notre pas objectif. chercher un plan Marshall à partir de la Mauritanie ici? Mais on ne trouve pas, mais c'est ce qu'on cherche. Mais nous, notre problème, écoute-moi. Je te dis que notre chercher ailleurs, non, on ne cherche pas ailleurs. Nous, notre problème, c'est que nous ne trouvons pas d'interlocuteurs. Nous sommes comme. Voilà, c'est ça le problème. C'est que nous sommes traités comme des opposants. Comme on est des opposants au régime. Le régime ne nous écoute pas. Parce que les gens lui disent non, ces gens-là, c'est l'opposition, etc. Tout ce qu'ils disent, c'est pour te nuire. Alors que nous ne cherchons pas à nuire à pourquoi nous allons nuire? Mais ce problème, c'est que nous ne trouvons pas une oreille. Et notre président Yahmou, Mohamed Saïd Homadi, qui est d'ailleurs un parent à Mohamed Abdelaziz, jusqu'à son décès, jusqu'à son départ jusqu'à son évacuation au Maroc, il continuait à demander à ce que le président le reçoive. Pendant 3 ans, il a cherché à le voir. Il n'y a pas une personne en Mauritanie qui n'est pas intervenue pour que Mohamed Abdelaziz le reçoive. Mohamed Abdelaziz a reçu plusieurs fois Mohamed Saïd Hammoud. Non, pas dans ce cadre. Non. Oui. Mais je connais mieux. Moi, je connais mieux. Il fut ce qui est d'ailleurs tout à fait, disons, insolite, c'est qu'à son retour, à retour de sa dépôt mortel, à l'aéroport, on lui a ouvert le salon d'honneur de la présidence, avec l'intervention du sénateur Ouelkhaddou. Mais j'ai dit que moi, ça, on va refuser ça. Donc, ce n'était pas normal. Quelqu'un, pendant qu'il est en vie, on ne le soit pas. Une fois qu'il vient décéder, on lui ouvre le salon d'honneur. À quoi ça sert? Rahmatullah alayna wa alayhi, évitons de parler de lui. Maintenant, donc, vous m'avez dit, au cours de cette émission, comment elle s'appelle, le grand rendez-vous, c'est ça? J'ai dit le grand rendez-vous. On lui a donné un caractère qu'il n'a pas. C'est-à-dire que cette affaire n'avait aucune importance. Elle aurait pu passer inaperçue d'ailleurs. C'est parce que les gens se sont saisis de ça. On en a fait un tintamarre. Même si comment un tintamarre? Même si le monsieur dit, mais écoutez-moi. Il a fallu que Macky Sall exacerbe cette tension. Mais Macky Sall l'a exacerbé parce que Mohamed Abdelaziz lui a téléphoné. C'est Mohamed Abdelaziz qui a téléphoné à Macky Sall. Mais c'est tout à fait normal. Oui, mais ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Nous sommes de grandes personnes et nous savons ce que nous faisons. Que nous allions à Londres, aux États-Unis, au Canada, en Australie, nous ne mettrons jamais l'intérêt de la Mauritanie en jeu. Parce que nous aimons ce pays. Et ça, il faut que les gens le comprennent et le mettent dans la tête. Mais si on a besoin de faire ça, on n'a pas besoin d'aller au Sénégal. On n'a pas besoin pour ça. Mais nous ne le ferons pas. Nous aimons ce pays et nous voulons que les changements que nous ne trouvons pacifiquement. Notre lutte est une lutte pacifique. Et beaucoup d'ailleurs, même pas, mais il n'y a pas que lui. Même en Mauritanie, beaucoup de gens disent que nous n'arriverons à rien. Et qu'il faudra peut-être attendre 1000 ans. Mais d'accord, nous attendrons 1000 ans s'il le faut. Mais nous ne porterons jamais plus à ces pays. Parce que ce qu'on a vu ailleurs, ne nous encourage pas à le faire. Oui. Mais regardez l'état dans lequel est actuellement la Libye. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de leur pays? C'est dans l'intérêt de personne. La Syrie, je termine s'il te plaît. La Syrie qui est venue dans le Coran, qui est venue dans le Coran. Bilad Cham, ils sont là, marchant dans les poteaux en train de... Ça, nous ne souhaitons jamais que un Mauritanien soit dans cet état. Et pour rien au monde, nous ne mettrons un Mauritanien dans cet état-là, quel que soit le prix. Oui, monsieur le gouverneur, que propose le manifeste pour éradiquer une étude au sein du manifeste? Quelles sont vos propositions pour éradiquer les séquelles d'esclavage en Mauritanie? Mais nous l'avons dit. Nous avons dit que nous avons un plan qui est un plan Marshall pour éradiquer définitivement l'esclavage en Mauritanie. Je l'ai écrit d'ailleurs dans le pour les téléspectateurs. C'est-à-dire, pour les téléspectateurs. Alors, le problème principal de l'esclavage, c'est un problème d'abord de scolarisation. Il faut que les gens soient scolarisés. Parce qu'une fois qu'on est scolarisé, c'est fini. Une fois qu'on est scolarisé, on est libre, on sait comment faire. Et c'est ça qui manque ici.
c'est que les gens n'ont pas accès à l'école. Pourquoi ils n'ont pas accès à l'école? Alors que les écoles sont partout et l'éducation est libre. Mais non, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi, il ne faut pas dire que l'école est partout. L'école n'est pas partout d'abord. Et ensuite, les écoles dans les Adouaba, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez trouver une école qui est là depuis 15 ans, mais il n'y a jamais eu un concours d'entrée. Pourquoi ces gens n'amènent pas leurs enfants dans les écoles? Mais ils amènent avec quoi? Ils n'ont pas les moyens. Mais vous, ils n'ont pas les moyens. Non, écoutez, moi je vous propose. Il ne faut pas parler dans le vide. Non, pas du tout. Je ne parle pas dans le vide. Vous allez dire, vide. moi je vous dis qu'il y a des écoles partout. Pourquoi ces gens que vous avez cités n'amènent pas leurs enfants dans les écoles? Qu'est-ce qui les retient, monsieur le gouverneur? Je vais vous dire une chose. Voilà. D'abord, dans les Adouaba, il n'y a pas d'école. C'est ça le problème. Les écoles sont Dans les partout. Adouaba, il n'y a plus. D'ailleurs, tu me fais d'ailleurs penser à une chose parce qu'on constate surtout à propos de nos amis diplomates. Je n'ai pas vu depuis une trentaine d'années un diplomate étranger, un diplomate qui s'est rendu dans les Adouaba pour voir la situation des Adouaba. On a même vu ici des ambassades qui s'occupent de restaurer des vieux ouvrages. Bon, on comprend. Mais ces diplomates auraient dû aller dans les Adouaba voir. Ils auraient vu. Bien, vous avez parlé de l'école. C'est plus urgent, s'il te plaît, c'est plus urgent de restaurer l'éducation des enfants dans les Adouaba que de restaurer des vieux livres et de donner tant d'argent pour cela. D'accord. Donc vous avez parlé de l'école, des écoles. Oui. La construction de l'école. Oui. Construction des écoles. Oui, la construction des L'école, donc ces gens doivent amener leurs enfants dans les écoles. Deux. Oui. Ouais, alors, qu'est-ce que vous proposez aussi? Je vais te dire que ce que tu penses n'est pas aussi facile. Parce que quand l'école est située à 12 km ou à 15 km de l'enfant, il ne parvient pas. Et ce qu'on a remarqué d'ailleurs, c'est que même les endroits où il y a des écoles. Non, je veux votre plan Marshall parce qu'on me fait signe que nous approchons à la fin de l'émission. Vos propositions d'école. Il faut d'abord l'enseignement. Il faut un type d'enseignement spécial pour les Adouaba. D'accord. Un enseignement spécial pour les Adouaba. Qui consiste à quoi? C'est-à-dire que l'enfant doit être pris en charge. Quand la famille n'a pas les moyens et qu'elle est obligée de l'envoyer lui pour travailler sur une charrette ou sur un machin, il faudrait qu'on dispense la famille du travail de l'enfant pour le scolariser. Ça, c'est tout un programme. Okay. Ça, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Le deuxième élément, c'est qu'il faudrait que dans ces Adouaba, qu'il y ait disons l'eau, la santé et les petites activités génératrices de revenus. Parce que quand vous voyez dans ces Adouaba, il n'y a aucun revenu. Si on dit que la pauvreté, c'est celui qui a $1 par jour, ces gens n'ont même pas le quart $1 par jour. Ils n'ont même pas de $. Ils n'ont pas $1. Rien. $0. C'est ça le revenu par jour. Donc, moi, j'appelle ça les pauvres des pauvres. Parce que c'est la pauvreté extrême. Même si la pauvreté c'est $1, eux, ils n'ont même pas la moitié $1, ou le quart $1, ou le centième $1. Donc, il faut créer des activités qui puissent permettre à ces gens-là de vivre et de s'épanouir. Donc, tout ça est possible. Tout cela est possible si l'État y met la volonté nécessaire. Mais tant qu'on dit que ça n'existe pas et que, bon, on politise le problème, je ne sais même pas pourquoi, parce que il ne s'agit pas d'élection, il ne s'agit pas de... Voilà, une dernière question, monsieur de Wadi. Monsieur le gouverneur, comme vous voulez, est-ce que le manifeste a déjà envoyé une mission pour étudier les terrains dans les Adouaba et autres? Parce que il ne s'écrit à personne que l'État a financé pas mal de projets générateurs de revenus dans ces Adouaba. Non. Vous n'êtes pas parti. Vous êtes là à Nouakchott et vous ne passez. Non, c'est ça? Est-ce qu'il y a comme une mission du manifeste qui est allé sur le terrain voir et un peu faire un bilan? Je vais, pour simplifier, puisque le temps est court, pour les téléspectateurs, le tout est résumé dans ce livre. Toute la situation, tous les diagnostics, toute la solution,
toutes les injustices qui se font. Mais, Et là, tu me permets que je vais donner un exemple très simple pour terminer, pour que les téléspectateurs restent avec cela. Il y a maintenant, en 89, c'est-à-dire il y a presque 28 ans maintenant, j'étais préfet ici à Tabarzene. Il y a fait 6 départements. un Hartani préfet à Tabarzene après Wali. Mais c'est une bonne chose. Non, mais écoute-moi, non, c'est pas ça que je veux dire. Oui. Mais si tu suis allé, je les mérite. Moi, c'est pas donné cadeau. Bien sûr, Moi, bien j'ai sûr. étudié, j'ai fait. Vous êtes, voilà. Pour ça, on ne me l'a pas donné comme ça. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est d'abord le pourcentage. Je veux dire qu'il y avait 6 départements, 6 Moukapa. Moi, j'étais préfet à Tabarzene et Mohamed Le Bouilil, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, était le préfet de Toujini. On avait un autre ami qui était préfet de Ksa, Diaye Abdoulaye. Diaye Abdoulaye, je me rappelle bien. Donc, c'était 6 départements, c'était réparti. Actuellement, il y a 9 départements, il n'y a aucun Hartani. Il y a 9 adjoints au préfet, il n'y a aucun Hartani. Il y a 9 mairies, il n'y a aucun Hartani. Il y a 9 secrétaires généraux de mairie, il n'y a pas de Hartani. Il y a, écoute, non, je n'ai pas terminé. Il y a 3 régions. Il y a 3 régions en Occident. À l'époque, il y avait une seule région. Et chaque région a un adjoint. Il n'y a aucun Hartani. Chaque région a 5 conseillers. Il n'y a aucun Hartani. Et ça, quand même, c'est flagrant. Ça, c'est flagrant. Très bien. Hein? Et Voilà. donc, quand nous parlons d'exclusion, alors que si vous allez, monsieur Sid Ahmed, au ministère de l'Intérieur, vous trouverez des Hartani qui sont très compétents, qui sont là et qui ne parlent pas à se faire nommer. C'est ça le drame. Voilà. Donc, Est-ce que toi, tu drame normal, tu trouves qu'à la capitale Nouakchott, qui est la vitrine de la Mauritanie, et que tout le monde regarde, sur les 50 ou 60 autorités qu'il y a, il n'y a qu'un Hartani. Ça, c'est pas juste. C'est pas normal. Il nous reste 2 minutes. Je vous donne un dernier mot sur la marche de demain, M. Louaye. La marche de demain, comme je l'ai dit au départ, nous invitons tout le monde, et particulièrement ce qu'on appelle la communauté Maure, parce que nous, comme on dit, nous sommes les mêmes, parce que nous-mêmes nous sommes des Maures. Nous sommes des Maures. Exactement. N'est-ce pas? Très bien. Donc nous voulons que cette manifestation, que ce ne soit pas nous qui sommes là-bas. Et ça, malheureusement, c'est ça le constat que nous faisons. Nous, quand nous marchons, les autres sont là et nous regardent. Nous voulons qu'ils viennent avec nous, parce que nous sommes les mêmes. Et ce combat, comme je l'ai dit, et comme il a été, comme ça a été le cas partout, ce sont toutes les communautés qui sont engagées pour ça. Hein? Parce que les Haratiniens seuls ne peuvent pas régler le problème. C'est ça que nous connaissons. Nous avons besoin de Maure avec nous. Nous avons besoin des Maure avec nous. Nous avons besoin des Pulaars avec nous. Nous avons besoin des Soninké avec nous. Nous avons besoin des Bambara avec nous. Nous avons besoin de tous les étrangers qui vivent à Nouakchott de venir avec nous. Donc ça, c'est un combat contre l'humanité. Et ceux qui disent que c'est une ingérence ou ça, c'est les problèmes de pays, non. Les problèmes des droits de l'homme et l'esclavage, les Nations Unies l'ont déclaré crime contre l'humanité. Ça veut dire que chaque personne, sur les 7 milliards d'individus, s'il y a une seule personne qui est concernée, elle-même, elle est concernée par cela. Elle doit l'aider à se libérer de ça. Parce que c'est l'être humain. C'est à partir de 15h, c'est ça, non? À partir de 15h à la maison des jeunes, la nouvelle maison des jeunes, c'est-à-dire la mosquée marocaine. Très bien. Donc, mosquée marocaine, carrefour BMD, et ensuite place Ibn Abbas. Nous demandons à tout le monde de venir. Et encore une fois, je profite de ton micro pour inviter monsieur le président Abdel Aziz de venir nous soutenir. Parce que sa présence sera encore plus importante que tous les décrets et tous les communiqués qui seront faits. Très bien. Voilà, le rendez-vous est pris. L'invitation de M. Abdel Aziz à cette marche de demain, 29 avril, 4e marche du manifeste des droits, des politiques économiques et sociaux des Haratines. Voilà, sur ce rendez-vous de demain à 15h, prend fin cette émission de Politis. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, à un autre nouveau numéro. Au revoir. Merci. Merci.